Dans cette capsule, nous verrons comment créer des fonctions Azure en utilisant des langages de programmation et des outils de développement disponibles sur le marché. Vous devez savoir que Azure Functions supporte plusieurs langages de programmation que vous pouvez utiliser pour créer des fonctions Azure. Les langages supportés sont le C#, JavaScript, F#, Java, PowerShell, Python, TypeScript et bien plus. Dans les exemples que nous verrons, nous allons uniquement nous limiter au langage de programmation C#. Pour développer des applications de fonctions en utilisant le langage C#, on peut utiliser plusieurs outils. On peut utiliser le portail Azure. À ce moment, on va développer des applications de fonctions en utilisant le C# Script. On peut utiliser Visual Studio ou Visual Studio Code. Donc, Visual Studio dispose des outils nécessaires permettant de développer des applications de fonctions avec directement des modèles et la prise en charge de l'intelligence, ce qui permet de faciliter la vie aux développeurs. On a également Visual Studio Code qui, grâce à une extension et à l'outil Azure Function Core Tool, nous permet d'implémenter avec une certaine flexibilité nos applications de fonctions. Si vous ne voulez pas utiliser ces deux outils, vous pouvez utiliser tout éditeur de votre choix qui supporte le langage de programmation C#, sauf que pour exécuter vos applications de fonctions ou bien pour avoir à votre disposition les modèles nécessaires et le SDK permettant de créer et tester des applications de fonctions, vous devez disposer au préalable de l'outil Azure Function Core Tool. Azure Function Core Tool est tout simplement un outil qui offre le SDK et les outils en ligne de commande permettant de créer, tester et déployer des applications de fonctions. Lorsqu'on crée des applications de fonctions en C#, on a deux approches qu'on peut utiliser. On a l'approche in-process et on a l'approche processus isolé. L'approche in-process est la première approche qui était disponible dans Azure Functions pour créer des applications de fonctions. Ok, cette approche-là présente plusieurs inconvénients. C'est pour cela que Microsoft a décidé d'offrir l'approche processus isolé depuis .NET Core 5.0 et a décidé de ne plus supporter l'approche in-process depuis .NET 6.0. Donc le .NET 6.0 qui est en version stable est la dernière version qui supporte le in-process. Donc le in-process est voué à disparaître dès lors que .NET 8 va sortir, dans la mesure où à partir du moment où on aura .NET 8.0 qui bénéficie du support long terme, Microsoft va programmer la fin de .NET 6.0 et bien évidemment après la fin du support de .NET 6.0, on ne sera plus capable de créer des applications en utilisant le mode in-process. C'est justement pour cela que dans le contexte de cette capsule vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur le modèle processus isolé. Alors, lorsqu'on va créer notre application de fonction en utilisant le modèle processus isolé, à ce moment, on va utiliser, on aura à notre disposition un modèle nous permettant de créer notre application de fonction. Lorsqu'on crée notre application de fonction, c'est tout simplement un projet C# qui est créé. Et un projet C# bien évidemment vient avec un fichier .csprod. Dans ce projet-là, on va trouver quelques fichiers dont les plus importants sont notamment le fichier host.json. Le fichier host.json, c'est un fichier au format JSON qui va contenir les options de configuration du runtime d'exécution des fonctions. Donc on va très peu jouer dans ce fichier-là. On a le fichier local.setting.json qui va stocker des paramètres d'application et des paramètres utilisés par les outils de développement locaux. Les paramètres dans le fichier local.setting.json sont uniquement utilisés lorsque vous êtes en local. C'est pour cela qu'on a le nom local
On a le préfixe local dans son nom, parce que lorsqu'on va déployer notre application de fonction, ce fichier-là ne sera pas déployé. Ce qui veut dire que si on a toute configuration dans ce fichier, on doit aller répliquer la configuration dans les paramètres de configuration de l'application de fonction, tout simplement, si on veut que notre application s'exécute correctement. Alors, le local.setting.json va justement nous permettre de configurer les connexions pour nos liaisons d'entrée, les connexions pour nos liaisons de sortie, etc. On a aussi un fichier programme.cs qui est le point d'entrée de l'application de fonction. C'est le même fichier programme.cs qu'on retrouve à peu près au niveau des autres applications, genre les applications ASP.NET Core, sauf que le contenu va un peu varier. Alors dans ce fichier, on va tout simplement retrouver notre main avec les instructions pour démarrer l'exécution de notre application de fonction. Alors, notre application de fonction va se résumer en des fonctions et chaque fonction sera représentée par un fichier .cs qui va contenir une classe C#. Et c'est dans cette classe C# là qu'on va retrouver la logique de notre application de fonction. Donc, on aura juste une seule fonction, ou bien une seule méthode dans laquelle on va implémenter la logique de notre application de fonction. Alors, si on regarde un peu la structure de notre projet, donc on aura le fameux programme.cs qui se résume vraiment juste au nécessaire pour pouvoir démarrer notre application. Ensuite, la fameuse classe qui représente notre application de fonction. Ici, à l'écran, on a justement l'exemple d'une fonction qui est exécutée suite à une requête HTTP. Donc, on a ici une fonction avec déclencheur HTTP. Notre fonction, tout ce qu'elle fait, c'est juste journaliser et retourner un message. Ok? Donc, c'est une fonction qui n'a pas de liaison d'entrée. Elle n'a non plus de liaison de sortie. Tout ce qu'elle a, c'est la définition du déclencheur. Et on voit justement que la méthode run, qui est cette méthode-là qui est exécutée lors de la requête HTTP, est décorée avec l'attribut function. Okay? Alors, dans toutes nos classes, la méthode qui va être exécutée pour notre fonction doit être décorée avec cet attribut-là. On va retrouver bien évidemment l'attribut HTTP trigger au niveau des paramètres de la méthode qui va permettre justement de définir le déclencheur qui sera utilisé pour déclencher l'exécution de notre application de fonction. Bien évidemment, on a également des options préconçues pour directement sécuriser notre application de fonction. Et cette sécurité-là peut passer justement par l'utilisation d'une clé d'authentification ou autre chose. Donc ici, on a mis le niveau d'autorisation Anonymous pour permettre à toute personne de pouvoir effectuer des requêtes en anonyme vers cette application de fonction-là. Mais si on avait besoin de la protéger, on aurait pu par exemple utiliser un autre niveau qui nécessite à ce que toute personne qui fait une requête HTTP vers cette application de fonction doit fournir au préalable une clé d'accès qui sera validée. Ok? Donc, comme je l'ai présenté, on a tout simplement notre fichier de fonction, notre méthode run avec l'attribut function et l'attribut HTTP trigger pour le déclencheur. Ici, on a un exemple avec une liaison d'entrée. Donc, notre liaison d'entrée, elle est tout simplement définie par non, on a ici un exemple avec une liaison d'entrée et une liaison de sortie. Ok? La liaison d'entrée va permettre ici d'aller la liaison de sortie, autant pour moi, va permettre ici d'aller pousser des informations dans une queue. Donc c'est pour cela qu'on a l'attribut QOutput qui nous permet justement de définir notre liaison de sortie. Et dans le QOutput, le paramètre connection va tout simplement être utilisé pour définir les informations de connexion qui seront utilisées pour pouvoir créer une connexion
entre notre application de fonction et la source de données, c'est-à-dire la file d'attente qui va recevoir le message. On a également le blob trigger qui va constituer notre déclencheur. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a déposé un message dans un compte de stockage, bien on a déposé un fichier dans un compte de stockage, l'exécution de notre application va démarrer. Avec cette exécution là, bien évidemment, il y aura les informations qui vont directement être poussées à notre application de fonction provenant de ce compte de stockage là. C'est justement pour cela que je disais que les déclencheurs sont en quelque sorte un type spécial de liaison d'entrée, parce que non seulement il va déclencher l'exécution de notre application, mais en déclenchant cette exécution là, il va fournir des données qui pourront être utilisées. Donc, dans le contexte d'un blob par exemple, il va fournir le nom du blob et il va aussi fournir des métadonnées sur le blob qu'on pourra bien évidemment utiliser. Ces métadonnées là sont contenues dans la variable myBlob. Ok, alors l'utilisation des liaisons d'entrée et des liaisons de sortie, le plus souvent vous n'aurez pas directement la fonctionnalité de disponible au niveau de votre application de fonction. Vous devez aller les chercher au travers des packages NuGet. Alors si je démarre une application de fonction qui va être déclenchée via une requête HTTP, automatiquement moi j'aurai le package Microsoft.azure.function.worker.extension.http qui va être installé dans mon projet à la création. Mais si j'ai besoin par exemple de pousser un message dans une file service bus, il faudra à ce moment-là que je passe via le gestionnaire de package NuGet pour installer le package Microsoft.azure.function.worker.extension.servicebus. Si j'ai besoin de pousser les informations dans un Cosmos DB ou bien d'obtenir des informations dans un Cosmos DB, il faudrait que j'installe le package Microsoft.azure.function.worker.extension.cosmos.db. L'utilisation de ces liaisons ne sont pas similaires d'un service à un autre. Donc à chaque fois, il faudra se référer vers la documentation de Microsoft pour savoir comment configurer adéquatement la liaison d'entrée ou la liaison de sortie afin que ça puisse répondre à votre besoin. Alors, toutes nos applications de fonction sont directement conçues en respectant de bonnes pratiques comme l'injection des dépendances et directement on a toujours l'instance du log qui est injecté, ce qui nous permet d'avoir directement à notre disposition le service de journalisation qu'on peut utiliser pour effectuer tout simplement de la journalisation sans avoir besoin de faire des efforts supplémentaires. Donc tout ce qu'on va loguer ici va être directement logué dans un service comme Azure Application Insight si la configuration est effectuée au niveau de notre application de fonction. Alors, pour développer des applications de fonction, on a besoin d'un compte de stockage. Ok, ça nous prend un compte de stockage parce qu'il y a certaines métadonnées sur notre application de fonction qui vont être sauvegardées dans le compte de stockage. Alors, lorsqu'on est à local, on n'a pas besoin de créer un compte de stockage dans Azure pour l'utiliser. À ce moment-là, on peut tout simplement s'appuyer sur l'émulateur Azurite. Alors, pour pouvoir implémenter nos applications de fonction en local en utilisant Visual Studio Code par exemple, nous devons installer l'extension Azurite et utiliser la palette de commandes pour le démarrer via la commande Azurite 2.start. Si vous utilisez Visual Studio, l'émulateur est installé et il va être démarré automatiquement lorsque vous allez lancer l'exécution de votre application de fonction depuis Visual Studio. Alors pour finir, si on veut créer des fonctions en utilisant Visual Studio Code sur notre PC en local, il nous faut le SDK.NET 6.0. On aura besoin des Azure Function Core Tool. On aura besoin de Visual Studio Code.
On aura besoin de l'extension C# qui va nous permettre d'écrire du code C# et on aura besoin également de l'extension Azure Function. Ça, c'est le nécessaire pour être en mesure d'implémenter des applications de fonctions en utilisant Visual Studio Code.